Lui, le puissant chef de la pègre, s'abandonne au désir d'être un homme normal en se donnant à une femme simple. On dit que la vraie valeur d'un objet réside dans l'histoire qu'il raconte. Mais pour Léa Martin, une nuit à New York allait la piéger dans une histoire qui n'était pas la sienne. Elle est experte en art, une femme qui comprend l'histoire, la valeur et la vérité. Son monde est fait de bibliothèques calmes et d'analyses minutieuses. Elle se retrouve à un événement exclusif, dans un grand manoir surplombant l'Hudson, un monde d'ombre et de pouvoir bien loin du sien. Elle n'est pas attirée par un artefact, mais par l'hôte. Son nom est Julien Rocher, un homme au charisme discret, entouré de beauté, mais visiblement accablé par un fardeau silencieux. Leur connexion est immédiate, une étincelle de vérité dans une pièce pleine de fiction polie, culminant en une nuit spontanée qui ressemble au destin. Mais leur nuit de passion se brise à l'aube. Le magnifique manoir se révèle être une forteresse, et l'hôte charmant n'est autre que Don Julien le Lion Rocher, le nouveau chef de l'une des familles les plus puissantes de New York. Elle découvre qu'elle a trébuché dans un monde régi par l'honneur, la tradition et le sang. En étant trouvée dans son lit, elle a rompu un vœu sacré qu'il devait faire à une autre. Et maintenant, une guerre entre les clans les plus dangereux de la ville est imminente. Pour lui sauver la vie, un mensonge impossible est forgé par sa redoutable grand-mère. Léa n'a jamais été une erreur. Elle a toujours été sa fiancée secrète. Ceci est l'histoire de comment une seule nuit devient un vœu inviolable. C'est le récit d'un mensonge si puissant qu'il doit devenir la vérité, et d'une femme moderne et indépendante, forcée de naviguer dans un monde brutal aux règles anciennes. Elle ne cherchait pas une cage, mais elle en a trouvé une fête d'honneur et de devoir. Il ne cherchait pas l'amour, mais il l'a trouvé dans la femme qui pourrait le détruire. Alors, respirez profondément et laissez un mensonge désespéré vous entraîner dans notre histoire. Commentez avec un emoji, bag, si vous croyez qu'un mensonge dit pour sauver une vie peut devenir sa propre sorte de vérité, et abonnez-vous pour plus de récits d'hommes puissants et des femmes prises dans leur jeu dangereux. Préparez-vous à une histoire qui prouve que la cage la plus dangereuse n'est pas faite d'acier, mais d'une bague en diamant et d'un vœu sacré. C'est l'histoire d'une brillante experte, et du don qui a fait d'elle sa fiancée accidentelle. L'air dans la bibliothèque du manoir Rocher était épais du poids de l'histoire. Léa le sentait dans ses os, une vibration subtile qui montait à travers la semelle de ses chaussures coûteuses et s'installait dans sa poitrine. Ça sentait le vieux cuir, le papier vieilli, et le léger parfum de cire au citron utilisé sur la vaste étendue d'acajou qui l'entourait. C'était une odeur qu'elle connaissait intimement, l'arôme du temps capturé, mais ici, dans cette maison perchée au-dessus de l'Hudson comme une forteresse déguisée, il y avait quelque chose de plus. Un courant sous-jacent de pouvoir, silencieux et implacable. Elle passa un doigt le long du dos d'un livre relié en veau, sentant la texture usée sous sa peau. Son travail consistait à évaluer la collection de manuscrits de la Renaissance de la famille, une tâche qu'il avait arrachée de son appartement tranquille à Lyon pour la jeter au cœur de la haute société new-yorkaise pour une nuit. La soirée d'exposition battait son plein dans la grande salle de bal au bout du couloir. Le son était un murmure lointain, une vague de rires étouffés et le tintement des verres en cristal. Léa, cependant, avait trouvé son refuge ici, parmi les fantômes des mots non lus. « Vous avez trouvé quelque chose qui vous intéresse plus que ma fête, mademoiselle Martin ?» La voix était basse, un baryton suave avec une résonance qui semblait vibrer dans le bois sombre autour d'elle. Léa ne sursauta pas. Elle avait senti sa présence avant qu'il ne parle, un changement subtil dans l'atmosphère de la pièce, comme la baisse de pression avant un orage. Elle se tourna lentement. Julien Rocher était appuyé contre le cadre de la porte, un verre de whisky ambré à la main. Il n'était ni le plus grand, ni le plus ostentatoire. Les autres portèrent le pouvoir comme un manteau coûteux, quelque chose à afficher. Lui le portait comme sa propre peau, une partie innée et inséparable de qui il était. Ses yeux d'un brun si sombre qu'ils semblèrent presque noirs, l'observaient avec une intensité tranquille qui envoya une chaleur inattendue le long de son cou. « Je me familiarise simplement avec la concurrence, monsieur Rocher », répondit Léa, sa voix plus stable qu'elle ne le sentait. « Il est difficile pour un objet inanimé de rivaliser avec du prosecco haut de gamme et des canapés au saumon. » Un fantôme de sourire effleura ses lèvres, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Il y avait une mélancolie là,
une responsabilité qui semblait peser sur ses larges épaules sous le costume parfaitement taillé. Et qui gagne? Ça, ces livres, dit-elle en désignant les étagères. Ils n'exigent pas de conversation de salon. Il fit un pas dans la pièce. Le son de ses chaussures en cuir sur le tapis perçant presque inaudible. Le silence qu'il amena avec lui était plus épais que le murmure de la fête. Ils ont leurs propres histoires, cependant. Plus honnêtes que la plupart de ce que vous entendrez ce soir. Léa sentit son cœur trébucher. C'était ça. C'était cette qualité qui l'avait intriguée depuis qu'elle l'avait vu pour la première fois, accueillant les invités avec une grâce formelle. Il semblait être un homme jouant un rôle, et seulement dans ces moments fugaces où son regard se perdait au loin, voyait-elle la vraie personne en dessous, un homme piégé. « L'histoire est ma spécialité », dit-elle en se retournant vers la bibliothèque, un geste inutile qui trahissait sa nervosité. « C'est pourquoi je suis ici. Je sais qui vous êtes, mademoiselle Martin. Votre réputation vous précède. » Il était plus proche maintenant. Elle pouvait sentir la chaleur émanant de son corps, pouvait sentir son odeur, un mélange de whisky, d'amidon propre, et quelque chose de subtilement masculin comme le bois de santal. C'était enivrant. Vous voyez la valeur que les autres manquent, la vérité sous les couches de vernis. Leurs regards se croisèrent, et le monde extérieur sembla se retirer. La fête, les livres, la maison elle-même, tout se dissolvait dans l'intensité de ce regard. Il ne parlait pas d'antiquité. Elle le savait. Il parlait des gens dans cette pièce, de lui-même. L'attraction fut immédiate, un courant électrique qui jaillit dans l'espace entre eux. C'était illogique, dangereux. Elle était ici pour un travail, une tâche professionnelle qui exigeait distance et objectivité. Mais la façon dont il la regardait la dépouillait de toute son armure professionnelle. Il la voyait, pas l'experte, pas la spécialiste, mais la femme qui se cachait derrière un intellect vif et des lunettes de créateur. Parfois, murmura-t-elle, la bouche soudainement sèche, la vérité est la chose la plus dangereuse de toutes. Seulement quand elle est découverte, répondit-il, sa voix encore plus basse. Les heures qui suivirent passèrent dans un flou surréaliste. Julien la conduisit hors de la bibliothèque, non pas vers la foule, mais dans un couloir latéral et dans son bureau privé. La fête continua sans son hôte, un navire voguant sur des eaux calmes, tandis que son capitaine naviguait dans une tempête privée. Le bureau était le cœur de la maison. Plus de livres, de vieilles cartes encadrées sur les murs, et un vaste bureau en chêne qui semblait avoir été témoin de générations de secrets. Il lui versa plus de whisky, bien qu'elle ait à peine touché son champagne. Ils ne parlèrent pas des manuscrits. Ils parlèrent de voyages qu'ils n'avaient jamais faits, du poids des attentes et de l'étrange solitude que l'on peut ressentir dans une pièce bondée. Léa se retrouva à lui dire des choses qu'elle n'avait jamais avouées à personne, sur la pression d'être la meilleure dans son domaine, sur le silence de son appartement après un long voyage. Et il écoutait. Il n'offrait ni solution ni platitude. Il écoutait simplement, ses yeux sombres fixés sur elle, lui donnant l'impression d'être la seule personne au monde. Elle sentit son cœur marteler contre ses côtes, un rythme frénétique en désaccord avec le calme de la pièce. « C'est de la folie !» criait une partie de son cerveau. « Tu ne le connais pas. Tu ne connais pas ce monde. » Mais une autre partie, une partie qu'elle avait gardée enfermée depuis longtemps, s'en fichait. Elle se sentait vue d'une manière à la fois terrifiante et addictive. Quand il se leva et vint à ses côtés près de la fenêtre, la lueur des lumières de la ville de l'autre côté de la rivière peignant des silhouettes dans la pièce, l'air devint électrique. Il s'arrêta devant elle, si près qu'elle pouvait voir les petites lignes de fatigue autour de ses yeux. Il leva la main, non pas pour la toucher, mais pour tracer le contour d'une rose sculptée dans le cadre de la fenêtre. Son doigt s'arrêta à 1 millimètre de sa joue. « Vous ne devriez pas être ici, Léa, » dit-il, utilisant son prénom pour la première fois. Cela sonnait comme une confession, un avertissement, pour elle et pour lui-même. « Je sais, » répondit-elle, sa voix à peine un souffle. Le contrôle qu'il tenait si fermement se brisa alors. Il se pencha, sa main trouvant enfin son visage, son pouce caressant sa pommette avec une tendresse qui démentait l'aura puissante qui l'entourait. Le contact était du feu liquide, se propageant dans ses veines. Elle ferma les yeux, savourant la sensation. Et puis il l'embrassa. Ce n'était pas un baiser tendre ou hésitant, c'était un baiser de reddition.
Un baiser qui parlait de faim contenue, de solitude partagée et d'un besoin désespéré de trouver un moment de vérité dans un monde construit sur des mensonges. Sa barbe de quelques jours frôla sa peau douce, un contraste délicieux. Le goût de lui persistait sur ses lèvres, un mélange de whisky et de désir. Ses mains allèrent à ses cheveux, ses doigts s'emmêlant dans les mèches épaisses alors qu'elle le tirait plus près. Son corps était chaud, solide, puissant contre le sien. Un homme fait pour commander. Un homme qui, à cet instant, était à elle. Il la souleva dans ses bras comme si elle ne pesait rien et la porta hors du bureau, montant un escalier de service que Léa n'avait pas remarqué. Chaque pas faisait écho au battement de son cœur. Chaque regard partagé était une promesse silencieuse. C'était mal, c'était imprudent. Et pourtant, cela semblait être la seule chose réelle qui se soit produite de toute la nuit. Il l'emmena dans une chambre où la seule lumière était celle de la lune, baignant les draps de soie d'une lueur argentée. Ce qui suivit ne fut pas seulement un moment de passion, mais une confession silencieuse. Une rencontre de deux solitudes, un refuge trouvé dans le calme de la nuit. C'était le début de quelque chose de beau et de dangereux, un secret qui, à l'aube, changerait leur vie pour toujours. Léa se réveilla dans la douceur. La première chose qu'elle perçut fut la lumière, un rayon de soleil d'automne pâle et laiteux qui traversait la fenêtre, peignant une bande dorée sur les draps de soie égyptienne. L'air était frais et sentait la nuit précédente, son odeur à lui. Un mélange de bois de santal, de whisky et l'odeur incomparable de sa peau. Elle bougea, sentant la protestation satisfaite de muscles qu'elle ne savait pas avoir. Elle se réveilla dans la douceur. Elle était nichée non seulement contre la chaleur à ses côtés, mais dans le silence qui suit une confession, une proximité qui dépassait la raison. Quelque chose de profond et d'irrévocable avait changé entre eux dans le calme de la nuit. Elle ouvrit lentement les yeux. Julien dormait. Au repos, le masque du don tombait complètement. Les lignes de tension autour de sa bouche s'étaient adoucies et son visage, tourné vers elle, paraissait plus jeune, presque vulnérable. Une mèche de cheveux sombres tombait sur son front. L'envie de tendre la main pour l'écarter était presque irrésistible. Elle sentit une pointe dans sa poitrine, une tendresse dangereuse et inconnue. Elle s'autorisa un moment à simplement observer, à graver l'image dans son esprit. La tranquillité de cette forteresse silencieuse, le rythme régulier de sa respiration contre son dos. Pour la première fois depuis longtemps, Léa ne se sentait pas comme une experte évaluant un artefact. Elle se sentait faire partie de l'histoire. C'est alors que le son lui parvint. Un bruit étouffé venant d'en bas. Le claquement sec et autoritaire d'une porte. Ce n'était pas le son d'une maison qui se réveille lentement. C'était le son d'une invasion. Instantanément, le corps à côté d'elle changea. Julien ne se réveilla pas. Il fut activé. Son bras se resserra autour d'elle dans un spasme et ses yeux s'ouvrirent brusquement. La vulnérabilité disparut, remplacée par une alerte vive et prédatrice. Son corps, autrefois un havre de chaleur, devint une statue de marbre tendu. Il ne dit rien, écouta simplement, la tête légèrement inclinée. Le silence qui suivit le bruit initial était pire. C'était un silence qui avait du poids, de l'attente. « Julien ?» La voix de Léa n'était qu'un murmure, brisé par l'immobilité. Il posa un doigt sur ses lèvres, un geste exigeant un silence absolu. Il se déroula d'elle avec une fluidité silencieuse, glissant hors du lit comme une panthère. En quelques secondes, il avait enfilé un pantalon de jogging sombre qui était drapé sur une chaise. Chaque mouvement était économique, précis, né d'un instinct que Léa ne pouvait comprendre. L'homme qui l'avait embrassé avec abandon la nuit dernière avait disparu. À sa place se trouvait le gardien de la forteresse, le lion rocher. Des pas, montant les escaliers, lents, délibérés, mesurés. Le son était accompagné d'un clic rythmique, le contact du bois sur le bois. Quelqu'un utilisant une canne. Julien se tourna vers elle, et l'urgence dans ses yeux sombres envoya un frisson glacial le long de la colonne vertébrale de Léa, éradiquant la chaleur des draps. « Habille-toi » siffla-t-il. « Maintenant. » Elle tâtonna, la panique montant dans sa gorge. Ses vêtements étaient éparpillés sur le sol, une traînée de son imprudence. Elle enfila sa robe de soie, ses mains tremblant si fort qu'elle pouvait à peine trouver les bretelles. Le tissu semblait froid et accusateur contre sa peau nue.
Les pas s'arrêtèrent devant la porte. Le cliquetis de la canne cessa. Le silence s'étira, tendu comme un fil sur le point de casser. Julien se tenait immobile au centre de la pièce, le dos à la porte, ses larges épaules tendues. Il était une barrière entre elle et ce qui se trouvait de l'autre côté. La poignée de la porte tourna lentement, sans l'avertissement d'un coup frappé. La porte s'ouvrit pour révéler une femme. Elle n'était pas grande, mais sa présence remplissait la pièce, aspirant l'air et la lumière. Elle portait une robe noire simple, impeccablement coupée, et ses cheveux d'un blanc pur étaient tirés en un chignon sévère à la nuque. Dans sa main, elle tenait une canne en bois sombre avec une poignée en argent poli. Son visage était une carte de rides fines, mais ses yeux d'un bleu pâle et perçant, étaient sans âge. C'étaient des yeux qui avaient vu des empires s'élever et tomber, qui pouvaient disséquer l'âme d'un homme d'un seul regard. Elle observa la scène, la chambre en désordre, Léa debout à côté du lit dans sa robe froissée, sa nudité à peine couverte par le tissu fin. Mais son regard se posa sur Julien. Il n'y avait ni choc ni colère dans son expression. Il y avait quelque chose de bien plus terrifiant, de la déception et une froideur calculatrice. « Grand-mère !» La voix de Julien était tendue, une corde d'acier étirée à sa limite. La femme, sa grand-mère, entra, le clic de sa canne sur le parquet sonnant comme le marteau d'un juge. « Alors, c'est ainsi que tu honores l'héritage de ton père, » dit-elle, sa voix étonnamment forte, sans le tremblement de l'âge. Chaque mot était un éclat de glace. Amener une étrangère dans le lit qui devrait appartenir à ta fiancée, à la veille de l'annonce. Léa sentit le sol disparaître. Fiancée? Annonce? Les mots tourbillonnaient dans sa tête, dépourvus de sens. Elle regarda Julien cherchant un démenti, une explication, n'importe quoi. Mais il ne la regardait pas. Ses yeux étaient rivés sur ceux de sa grand-mère, une bataille silencieuse de volonté se livrant dans la pièce ensoleillée. Isabelle et son père arrivent dans 1 heure pour le petit déjeuner, continua la grand-mère, son ton implacable. Un petit déjeuner pour sceller l'accord, pour assurer la paix pour laquelle ton père est mort, une paix que tu viens de placer sur un baril de poudre avec ça. Son regard bleu perçant se tourna enfin vers Léa, l'évaluant non pas comme une personne, mais comme une complication, une variable non désirée dans une équation de pouvoir. « Qui êtes-vous » demanda la vieille femme, la question n'étant pas une de curiosité, mais d'accusation. Léa ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Son nom, sa profession, sa vie entière semblaient insignifiants, hors de propos face à cette réalité écrasante. « Elle n'a rien à voir avec ça, » dit Julien en s'avançant, protégeant Léa de son corps. « La faute est mienne. » La grand-mère laissa échapper un son qui aurait pu être un rire, s'il n'avait pas été si dénué d'humour. « Faute ? La faute est une indulgence pour les enfants, Julien. Nous traitons avec les conséquences. Et les conséquences d'un rocher rompant sa parole à un vital, c'est la guerre, comprends-tu? Pas un différend commercial. La guerre, le sang dans les rues, la fin de tout ce pourquoi nous nous sommes battus. Vital, rocher. Les noms sonnaient comme des sirènes d'alarme dans l'esprit de Léa, des noms qu'elle avait lus dans les journaux, associés à des affaires judiciaires, à la violence, à un monde que les gens comme elle n'entrevoyaient que dans les films. Ce monde-là, le monde souterrain du pouvoir. L'air dans ses poumons se transforma en pierre. L'homme avec qui elle avait partagé des secrets, avec qui elle avait trouvé un refuge, n'était pas seulement un homme riche et puissant. C'était un don, un chef. Et elle, une experte en art de lion, venait de coucher avec lui à la veille de ses fiançailles arrangées avec la fille d'un clan rival. Elle sentit le sang quitter son visage, la pièce commençant à tourner. Elle s'agrippa au montant du lit pour se stabiliser. La grand-mère observa sa réaction avec un intérêt détaché, comme une scientifique observant un spécimen. Elle arpenta la pièce, sa canne cliquant, ses yeux bleu pâle absorbant chaque détail. Elle s'arrêta près de la fenêtre, regardant la ville s'étendre en contrebas. « L'honneur, dit-elle, plus pour elle-même que pour eux. Une chose si fragile, si facilement brisée, et si impossible à réparer. » Elle se retourna, et pour la première fois, Léa vit une étincelle de quelque chose au-delà de la glace dans ses yeux. C'était le reflet de l'acier en train d'être forgé, l'esprit d'une stratège au travail. « Et il n'y a aucun moyen de cacher cela, » continua la grand-mère. « La maison a des yeux et des oreilles. Dès que les vitales arriveront, ils sauront.
Ils sentiront le déshonneur dans l'air, et le sang de Julien sera le prix exigé. La panique de Léa se transforma en une terreur pure et absolue. Sa vie était en danger à cause d'elle, à cause d'une nuit. Julien s'avança vers sa grand-mère. « Je vais gérer ça, grand-mère. Je parlerai à Don Vitale. J'assumerai la responsabilité. »« Tu n'assumeras rien d'autre que ta tombe, » cingla-t-elle, sa voix tranchant l'air. « Tu es le lion. Tu as montré de la faiblesse. » Pour eux, il n'y aura pas d'autre réponse que la mort. Le silence revint, lourd et suffocant. Léa pouvait entendre le son de son propre cœur battant dans ses oreilles. C'était un cauchemar dont elle ne pouvait pas se réveiller. Puis les yeux de la grand-mère se fixèrent à nouveau sur Léa. Le regard n'était plus méprisant. C'était quelque chose de nouveau, évaluateur, intense. Une idée se formait derrière cette façade ridée, une idée terrible et brillante. « Non, » dit la grand-mère, sa voix basse et chargée du poids d'une décision irrévocable. « L'honneur n'a pas été brisé. » Julien la dévisagea, la confusion assombrissant ses traits tendus. « Grand-mère, que... » « Il n'y a pas eu de trahison, » déclara la matriarche, sa voix gagnant en force, chaque mot une brique dans la construction d'une nouvelle réalité. Elle fit un pas vers Léa, qui recula instinctivement. Parce qu'un homme ne peut pas trahir sa fiancée avec la femme à qui il est déjà promis. Le monde de Léa cessa de tourner. Il s'arrêta complètement. « Cette femme, » dit la grand-mère, le menton haut, regardant son petit-fils avec un ordre de fer, « n'est pas une étrangère. Elle est la raison pour laquelle l'accord avec les Vitale n'aurait jamais pu être finalisé. Elle est, et a toujours été, ta fiancée secrète, Julien. » Le mensonge flottait dans l'air, si audacieux, si monumental, qu'il semblait avoir une présence physique. C'était une fiction désespérée, tissée sur le champ pour sauver une vie et éviter une guerre. « Votre nuit ensemble n'était pas une erreur, » conclut la grand-mère, ses yeux bleus rivés sur Léa, la clouant sur place, scellant son destin. C'était le destin. Et maintenant, le monde entier le saura. Les mots de la grand-mère restèrent suspendus dans l'air, non pas comme une suggestion, mais comme le fondement d'une réalité nouvelle et terrible. Ta fiancée secrète. Pour Léa, l'expression sonnait comme une langue étrangère, un ensemble de sons déconnectés que son esprit refusait d'assembler. La pièce, qui quelques instants auparavant avait été un sanctuaire de passion, se resserrait maintenant autour d'elle, les murs se refermant. Le soleil doré du matin semblait se moquer d'elle, illuminant les grains de poussière dansant dans l'air, chacun témoin de son emprisonnement imminent. La première impulsion de Léa fut de rire, un rire hystérique à la limite de la folie qui bouillonnait dans sa poitrine et mourait dans sa gorge. Mais en regardant les deux visages devant elle, celui de Julien, un masque de choc résigné, et celui de sa grand-mère aussi impassible que du granit, elle comprit que ce n'était pas une blague. Non, le mot s'échappa de ses lèvres, faible, un filet de son. Elle essaya de nouveau en y injectant une force qu'elle ne ressentait pas. Non, absolument pas. C'est de la folie. Elle recula d'un pas, son corps cherchant instinctivement la distance, l'évasion. Ses yeux suppliants trouvèrent ceux de Julien. Dis-lui que c'est impossible. J'ai une vie, un travail. Je ne fais pas partie de ça. Je ne suis pas comme vous, voilà ce qu'elle voulait crier. Julien bougea enfin. Il passa une main dans ses cheveux, un geste de frustration contenue. Sa mâchoire était serrée. Quand il parla, sa voix était basse et rauque, dépourvue de la douceur de la nuit précédente. C'était la voix du don. « Léa, écoute-moi. » « Non, je n'écouterai pas. » La panique la submergeait, une marée glaciale. « Vous ne pouvez pas me forcer à faire ça. Je pars. Tout de suite. Je vais appeler un taxi et... » « Tu ne comprends pas, » l'interrompit Julien, et la dureté de son ton la fit taire. Il s'avança vers elle, et le pouvoir qui émanait de lui était presque une force physique, la clouant sur place. Il n'y a pas de partir, plus maintenant. Au moment où grand-mère a dit ces mots, l'histoire a commencé à s'écrire. Si tu franchis cette porte maintenant, tu ne seras pas Léa Martin, l'experte en art. Tu seras la femme qui a déshonoré le don des rochers, leur excuse pour une guerre. Il se rapprocha, ses yeux sombres plongeant dans les siens, la forçant à voir la vérité brutale qu'elle essayait de nier. Il ne s'en prendrait pas seulement à moi, Léa. Il ferait n'importe quoi pour protéger leur secret. Tu seras un fil qui dépasse.
et ils sont très doués pour s'assurer que leurs secrets restent enterrés. Tu ne peux pas te permettre d'être leur cible. Un nœud de glace se forma dans l'estomac de Léa. L'air semblait trop épais pour être respiré. La vie qu'elle connaissait, ses livres, ses ventes aux enchères, la sécurité tranquille de son appartement, se désintégraient à chaque seconde qu'elle restait dans cette pièce. C'est la grand-mère qui parla ensuite, sa voix pragmatique coupant à travers la tension émotionnelle. « La fille a peur, Julien. Cesse de tourner autour. » Elle s'approcha, ses yeux bleus pâles fixés sur Léa. « Écoute attentivement, mon enfant. C'est l'histoire que tu vivras à partir de ce jour. Vous vous êtes rencontrés il y a 1 an à Paris. Il était là pour affaires. Tu expertisais une collection au Louvre. C'était rapide, intense. Le coup de foudre. Chaque mot était un coup de pinceau sur une toile, dépeignant une vie qui n'était pas la sienne. Vous avez gardé les fiançailles secrètes sur mes ordres, continua la matriarche, tapotant légèrement sa canne sur le sol pour souligner ses propos. Les négociations avec la famille Vital étaient délicates, une alliance nécessaire. Annoncer d'autres fiançailles aurait été une insulte, aurait tout déstabilisé. Alors nous avons attendu, tu étais notre secret. Le véritable choix du cœur de Julien, attendant le bon moment politique pour être révélé. Le mensonge était si complet, si détaillé, qu'il était presque magnifique dans son audace. Il couvrait chaque détail avec une logique froide et implacable. « C'est une histoire faible », dit Julien, sa voix pleine de doute. « C'est une histoire d'amour », corrigea la grand-mère, une pointe d'acier dans la voix. « Et l'amour, mon petit-fils, est la seule chose plus imprévisible et dangereuse que la politique de ces familles. Ils y croiront parce que c'est plus intéressant qu'une simple trahison. Ils bavarderont, ils spéculeront, mais le fondement de l'honneur restera intact. Tu n'as pas rompu ta parole, tu as simplement caché ton cœur. » Elle fit alors quelque chose qui choqua Léa jusqu'au plus profond d'elle-même. La vieille femme tendit la main et toucha le visage de Léa. Ses doigts étaient fins et étonnamment forts, sa peau comme du papier ancien. Mais le geste ne contenait aucune chaleur, il était possessif. Une revendication. « Vous êtes une femme intelligente, » dit la grand-mère, ses yeux bleus scrutant ceux de Léa. « Je le vois. Vous savez comment évaluer la valeur des choses. Alors évaluez ceci. D'un côté, votre ancienne vie, qui n'existe plus. De l'autre, une nouvelle vie aux côtés de l'homme le plus puissant de cette ville. Une vie de luxe, de protection. Tout ce que vous avez à faire, c'est de jouer un rôle, le rôle d'une femme amoureuse. » La grand-mère s'éloigna et ouvrit un petit tiroir de la commode. Ses mouvements étaient précis. Elle en sortit une boîte en velours noir. D'un clic, elle l'ouvrit. À l'intérieur, sur un lit de satin délavé, se trouvait une bague. C'était un diamant de taille ancienne, entouré de saphirs, sur une monture en platine. Elle n'était pas ostentatoire, mais elle dégageait une élégance intemporelle et un pouvoir tranquille. Une histoire. « La bague de fiançailles de ma mère, » dit doucement Julien, son ton respectueux. « Et maintenant, elle est à vous, » dit la grand-mère en prenant la bague de la boîte. Elle prit la main gauche de Léa. La main de Léa était froide comme la glace, inerte. Isabelle Vital s'attendait à recevoir une bague aujourd'hui. Il est vital qu'elle voie celle-ci à votre doigt en premier. Avec une fermeté inébranlable, elle glissa la bague au 4e doigt de Léa. Elle allait parfaitement. Le poids de la bague était écrasant. Elle était froide contre sa peau, un cercle de métal et de pierre qui l'enchaînait à ce mensonge, à cette famille, à cet homme. Léa fixa le bijou scintillant sur sa main. Les saphirs étaient aussi bleus que les yeux de la grand-mère, froids et profonds. Elle sentit des larmes chaudes monter à ses yeux, mais elle les ravala. Pleurer, réalisa-t-elle avec une clarté terrifiante, était un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. Elle leva son regard de la bague vers le visage de Julien. La culpabilité était là, gravée dans chaque ligne de son expression. La nuit précédente, la connexion qu'ils avaient partagée semblait être un souvenir d'une autre vie, une vie où les choix étaient encore siens. « Hayes arrive dans 25 minutes, » dit la grand-mère, sa tâche accomplie. « Descendez dans 10, portez le peignoir en soie de son placard. Vous devez avoir l'air d'un couple qui vient de se réveiller, interrompu, mais indéniablement amoureux. Léa, ne parlez pas sauf si c'est absolument nécessaire. Regardez simplement mon petit-fils comme s'il était le centre de votre univers. Le reste, nous nous en occuperons. » Elle se tourna et quitta la pièce, le clic de sa canne marquant le temps qui restait à l'ancienne vie de Léa.
De nouveau seul, le silence dans la pièce était différent. Il n'était plus intime. C'était le silence de deux conspirateurs, deux étrangers liés par le même destin dangereux. « Léa !» commença Julien, sa voix plus douce maintenant, la dureté remplacée par un poids infini. « Je suis des... » « Ne le sois pas !» le coupa-t-elle, sa voix ferme, se surprenant elle-même. Elle baissa les yeux sur la bague à son doigt. « Ne sois pas désolé. Les sentiments sont ce qui nous a mis dans cette situation. » Elle leva enfin les yeux vers lui, et la femme effrayée avait disparu, remplacée par quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas, quelqu'un forgé dans la terreur des dernières minutes. « Dis-moi exactement ce que je dois faire pour survivre à ce petit déjeuner. » Julien l'observa un long moment, une nouvelle admiration naissant dans ses yeux. Il vit la force sous la peur, l'acier sous la soie. Il hocha lentement et sérieusement la tête. « Ne tressaille pas quand je te touche, » dit-il, sa voix basse et urgente. « Quand Don Vitale te regardera, croise son regard, mais ensuite regarde-moi, comme pour te rassurer. Souviens-toi de l'histoire de grand-mère. Paris. 1 an. Un secret. » Il fit une pause, son visage sombre. « Et quoi qu'il arrive, peu importe ce qu'ils disent ou font, tu m'aimes. Tu m'aimes depuis longtemps. Ta vie dépend de leurs convictions. » Dehors, au loin, le son de pneus crissant sur l'allée de gravier leur parvint, un son sec et final. Julien jeta un coup d'œil à la fenêtre, puis de nouveau à elle. Ils sont là. Le peignoir en soie était un mensonge. Il était doux et luxueux contre la peau de Léa, mais elle le sentait comme un linceul. Chaque pas qu'elle faisait aux côtés de Julien, descendant le grand escalier en colimaçon, était un pas loin d'elle-même. Le marbre sous ses pieds nus était froid, un choc qui remontait le long de ses jambes, mais pas aussi froid que la glace dans ses veines. Julien ne lui tenait pas la main. À la place, sa main reposait au creux de son dos, un point de chaleur et de commandement. Ce n'était pas un geste d'affection, c'était tactique, un rappel constant de son rôle et un moyen de la guider, de la stabiliser si elle venait à faiblir. Ne tressaille pas. Sa voix résonnait dans son esprit. Elle combattit l'instinct de s'éloigner de son contact, forçant ses muscles à se détendre sous sa paume. Elle prit une inspiration superficielle, l'air semblant ne pas contenir d'oxygène. L'odeur de café fort et de pain grillé flottait depuis la salle à manger, un arôme de normalité domestique qui était obscène dans sa contradiction avec la terreur qui l'étouffait. Alors qu'ils atteignaient la porte de la salle à manger, Julien s'arrêta une fraction de seconde. Il se pencha, son visage près de son oreille. Ses lèvres effleurèrent sa peau, un geste qui, pour tout observateur, semblerait intime. « Souviens-toi » murmura-t-il, sa voix une vibration basse et dangereuse. « Tu es la maîtresse de cette maison maintenant. Agis comme telle. » Puis il la guida à l'intérieur. La pièce était baignée de lumière matinale provenant d'une paroi de porte-fenêtre. La table à manger, assez longue pour accueillir 20 personnes, n'était dressée que pour 4 à une extrémité. La grand-mère, Hélène Rocher, était assise au bout, sa posture aussi droite qu'une poutre d'acier, une délicate tasse en porcelaine entre les mains. Les deux autres se tournèrent à leur entrée. L'homme était plus âgé, peut-être la soixantaine, avec des cheveux gris épais et de larges épaules qui tendaient le tissu de son costume coûteux. Il y avait une immobilité en lui, l'immobilité d'un prédateur qui faisait se hérisser chaque poil sur le corps de Léa. Ses yeux, d'un brun clair perçant, se fixèrent sur elle, dépourvus de toute émotion, sauf une analyse froide. C'était Don Marc Vitale. Il n'avait pas besoin de crier pour commander la peur, sa présence l'exudait comme un parfum. À côté de lui était assise une jeune femme d'une beauté sombre et saisissante. Des cheveux noirs et raides tombaient sur ses épaules, et ses yeux étaient aussi sombres que ceux de Julien. Elle portait une robe rouge sang qui contrastait violemment avec sa peau pâle. Ses lèvres, peintes de la même couleur, étaient pressées en une fine ligne de rage contenue. Isabelle Vitale, la fiancée éconduite. Ses yeux passèrent rapidement sur Julien et se posèrent sur Léa avec un regard venimeux d'humiliation et de haine. Le silence dans la pièce était une chose vivante, lourde et palpitante. Le seul son était le léger clic de la tasse de Don Vitale alors qu'il la reposait sur sa soucoupe. « Marc, Isabelle, » dit la grand-mère, sa voix aussi calme que la surface d'un lac avant une tempête, « vous êtes en avance. Nous avions une affaire de famille à discuter, Hélène.
répondit Vital, son regard ne quittant jamais Léa. « Il semble que vous aussi. » Julien guida Léa jusqu'à la table, tirant une chaise pour elle à côté de lui face au Vital. Sa main ne quitta jamais son dos. Le geste était possessif, final. « Grand-mère, je crois que les présentations s'imposent. » « En effet, » dit la matriarche. Elle fit un geste de la main vers Léa. « Marc, Isabelle, voici Léa Martin, la fiancée de mon petit-fils. » Les mots furent livrés avec une simplicité dévastatrice. Isabelle Vital haleta, un son sec et coupant dans le silence. Ses poings se serrèrent sur ses genoux, ses ongles peints en rouge s'enfonçant dans ses paumes. Don Vitale resta impassible, mais Léa vit un muscle tressaillir dans sa mâchoire. « Fiancée ?» La voix de Vital était dangereusement douce. Le mot qui est parvenu à mes oreilles était accord, un accord entre nos familles, scellé par l'union de nos enfants. « Et cet accord aurait été un honneur, Marc, » répliqua la grand-mère sans jamais sourciller, si le cœur de Julien n'avait pas déjà appartenu à une autre. Léa sentit tous les yeux sur elle. Le sang rugissait dans ses oreilles. « Regarde-le, agis comme s'il était le centre de ton univers. » Elle leva son regard et croisa la fureur brûlante dans les yeux d'Isabelle. La jeune femme se pencha en avant, son corps aussi tendu qu'un serpent prêt à frapper. « Qui êtes-vous » siffla Isabelle, la question dégoulinant de mépris. « De quelle famille venez-vous, Martin ? Je n'en ai jamais entendu parler. » Le cœur de Léa martelait contre ses côtes. Son esprit devint vide. Paris, un an, un secret. Les instructions tourbillonnaient dans sa tête. Elle ouvrit la bouche, mais elle sentit la pression de la main de Julien sur son dos augmenter légèrement. Un avertissement. Ne parle pas. Obéissant à l'ordre silencieux, elle fit exactement comme il lui avait dit. Elle croisa le regard furieux d'Isabelle pendant une seconde, laissant l'autre femme voir la vulnérabilité ou ce qui pourrait être interprété comme un amour timide dans ses yeux. Puis elle se tourna lentement et regarda Julien. Elle déversa toute sa terreur, toute sa confusion, et son besoin désespéré de survivre dans ce regard. Elle le regarda comme s'il était son seul port sûr dans un océan déchaîné, comme si sa seule présence pouvait lui donner la force de respirer. Julien accepta son regard, son propre visage s'adoucissant instantanément. Le changement fut si convaincant que, pendant un instant, Léa elle-même faillit y croire. Il prit sa main sur la table, entrelaçant ses doigts avec les siens. « La famille de Léa n'est pas de ce monde, Isabelle, » dit-il, sa voix ferme, mais avec une nuance protectrice et tendre qui ne lui était destinée qu'à elle. Et c'est pourquoi nous avons gardé le secret, pour la protéger. « Pour nous tromper, » cracha Don Vitale. « Pour honorer un engagement du cœur qui a précédé tout arrangement commercial, » contra Julien, son regard devenant dur comme l'acier alors qu'il faisait face à l'autre don. « Léa et moi sommes ensemble depuis plus d'1 an. » C'est alors qu'Isabelle le vit. Son souffle se coupa de nouveau, et ses yeux sombres se fixèrent sur la main de Léa, maintenant tenue sur la table par celle de Julien. Ils se fixèrent sur le feu froid du diamant et des saphirs. La bague, la preuve. C'est... La voix d'Isabelle tremblait, la rage cédant la place à une douleur brute et humiliée. C'est la bague de votre grand-mère. Elle était censée... Elle était pour... Elle ne put finir la phrase. La vue de cette bague, le symbole ultime de la lignée Rocher, au doigt d'une autre femme était une déclaration de guerre plus forte que n'importe quel mot. Le visage de Don Vitale s'assombrit. Le calme de son expression se brisa, révélant la fureur volcanique en dessous. Il se leva, la chaise raclant bruyamment sur le sol poli. Le pouvoir qui émanait de lui était écrasant, une vague de violence contenue qui fit se recroqueviller Léa sur sa chaise. « Vous m'avez déshonoré dans ma propre maison, Hélène, » dit-il, sa voix basse et létale adressée à la grand-mère. « Vous m'avez ridiculisé, vous et votre petit-fils. » Julien se leva également, se plaçant subtilement entre Léa et la rage de Vital. Leurs corps étaient comme 2 rois sur un champ de bataille, prêts au combat. « Il n'y a eu aucun déshonneur, Marc, » dit la grand-mère, la seule encore assise, la seule qui semblait complètement imperturbable. Elle prit un morceau de pain grillé d'un panier en argent. « Seulement une complication. Asseyez-vous. Nous allons prendre un café et ensuite nous discuterons de la manière de transformer cette complication en une opportunité. » Le silence qui suivit fut le son de 2 empires décidant entre la paix et l'anéantissement. Et Léa Martin, l'experte en art, était assise directement sur la ligne de faille,
la bague à son doigt, un détonateur attendant d'exploser. La suggestion de la grand-mère, si audacieuse dans sa banalité, flottait dans la pièce chargée de testostérone et d'honneur blessé. « Nous allons prendre un café. » C'était le genre de phrase qui désarmait la rage par sa pure incongruité, forçant la violence imminente à une pause gênante. Don Vitale resta debout un long moment, sa poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme de respiration contrôlée. Ses yeux bruns perçants passèrent de la grand-mère à Julien et finalement de nouveau à Léa. Elle sentit le poids de ce regard comme une pression physique, une évaluation brutale qui la disséquait, couche par couche. Elle se força à ne pas détourner les yeux, se souvenant des instructions de Julien. Elle soutint son regard, non pas avec défi, mais avec une immobilité effrayée, puis rompit délibérément le contact visuel pour chercher à nouveau la main de Julien. Le geste était petit, presque imperceptible, mais il criait la dépendance. Il disait sans mots « Je n'ai pas ma place ici, mais j'appartiens à lui ». Lentement, comme un roi retournant à un trône qu'il sentait avoir été usurpé, Marc Vital s'assit. Le grincement de la chaise fut le seul son dans la pièce. Isabelle resta rigide, son visage un masque d'humiliation, mais elle suivit l'exemple de son père. La grand-mère hocha la tête, comme si la paix n'avait jamais été mise en doute. « Bien. » Elle fit signe à une servante qui se tenait, immobile comme une statue, près de la porte. La femme s'avança et, avec des mains qui ne tremblaient pas, commença à verser le café. Le son du liquide sombre frappant la porcelaine était anormalement fort. « Opportunité ?» La voix de Vital était un grognement sourd, la fureur bouillonnant sous une fine couche de contrôle. « Je vois une insulte. Ma fille, promise au chef de la famille Rocher, pour être mise de côté pour elle. » Le signe de tête en direction de Léa était si léger que c'était presque un tic, mais il était chargé de mépris. « Isabelle est une femme de grande valeur et de grande beauté, » dit la grand-mère avec un calme diplomatique qui frisait l'insolence. « Elle mérite plus qu'un mariage politique. Elle mérite une alliance qui la place au pouvoir, pas à côté. » Le menton d'Isabelle se releva, une étincelle d'intérêt brillant dans ses yeux en colère. Son père, cependant, ne fut pas ému. « Ne change pas de sujet, Hélène. Ces fiançailles devaient unir nos familles, solidifier nos opérations au port, présenter un front uni contre les Irlandais qui pensent pouvoir s'installer sur notre territoire. Et cela peut toujours être le cas, dit Julien parlant pour la première fois depuis qu'il s'était assis. Sa voix était calme, la voix d'un leader, pas celle d'un jeune homme amoureux. Il relâcha la main de Léa, bien qu'il gardât la sienne près d'elle, un rappel silencieux. Un mariage n'est pas la seule façon de sceller une alliance. Il se pencha en avant, les avant-bras sur la table. La passion de la nuit précédente avait disparu, remplacée par une froideur stratégique que Léa trouvait à la fois fascinante et terrifiante. C'était le vrai Don. « L'accord sur le port est maintenu, » continua Julien. « Les pourcentages que nous avons offerts sont maintenus. En fait, en guise de bonne volonté, pour la peine que cette révélation a sans aucun doute causé à Isabelle, je suis prêt à augmenter votre part de 5%. » Le menton de Vital se releva d'une fraction de pouce. 5% des opérations portuaires représentaient des millions. Ce n'étaient pas des excuses. C'était un paiement, une transaction commerciale pour apaiser un honneur blessé. « Et qu'obtenons-nous pour avoir été publiquement humiliés ?» demanda Isabelle, sa voix sèche. « De l'argent ? Vous obtenez le pouvoir, » répondit la grand-mère avant que Julien ne puisse parler. Elle se tourna vers la jeune femme, ses yeux bleu pâle se fixant sur les yeux sombres. « Tes fiançailles avec Julien auraient fait de toi la femme du don. Une position d'influence, oui, mais toujours secondaire. Maintenant, je propose quelque chose de différent. » Elle fit une pause, s'assurant d'avoir l'attention de tous. « La famille Rocher contrôle 3 sièges au conseil du syndicat des dockers, des sièges qui contrôlent qui travaille, qui est promu, qui supervise. Nous vous donnerons un de ces sièges, Isabelle, directement, à votre nom. » Isabelle cligna des yeux. Même son père semblait surpris. Un siège au conseil du syndicat n'était pas un bijou ou une robe. C'était un pouvoir réel, brut, la capacité de donner et de prendre des emplois, de contrôler le flux d'informations, de construire sa propre base de loyauté. « Un siège au conseil ?» songea Vital et l'esprit du stratège pesant l'offre. « C'est sans précédent. »« Nous vivons une époque sans précédent, » dit Julien. « Une femme au conseil, une Vitale. Imaginez le message que cela envoie. Pas de faiblesse,
mais d'une nouvelle force, une alliance moderne, construite non pas sur des vœux de mariage, mais sur un pouvoir et un respect mutuels. Léa écoutait, stupéfaite. Il redessinait la carte du monde souterrain de New York à la table du petit déjeuner, et elle en était le catalyseur involontaire. Sa nuit de passion s'était transformée en une renégociation de territoire. Elle baissa les yeux sur ses propres mains, sur la bague en diamant et saphir. Elle était belle, mais elle semblait radioactive, une source de pouvoir dangereux qu'elle n'avait aucune idée de comment contrôler. Isabelle regarda son père, une conversation silencieuse passant entre eux. La colère dans ses yeux était toujours là, mais elle était maintenant tempérée par une ambition froide. Elle calculait sa valeur, le prix de son humiliation. « Et le mariage ?» demanda Isabelle, sa voix toujours tendue, mais avec une nouvelle note de négociation. « Qu'en est-il de votre mariage ?»« Il aura lieu bientôt, » dit fermement la grand-mère. Discret mais officiel, pour solidifier l'histoire, pour montrer que le cœur de Julien a toujours été engagé. Une fois le mariage célébré, toute discussion sur le déshonneur mourra. Cela nous laisse peu de temps pour riposter, si nous décidions que votre offre est insuffisante, dit Vital, la menace voilée sous les mots. Il n'y aura pas de représailles, affirma Julien, et l'autorité dans sa voix ne laissait aucune place à la discussion. Il y aura un partenariat, plus fort qu'avant. Les Rocher et les Vital ensemble. Ma vie personnelle, il fit un geste vers Léa, n'interfère plus avec les affaires. En fait, elle les a renforcées. Maintenant que la vérité est révélée, nous pouvons avancer sans secret. Léa sentit un frisson. La vérité. Le mot était une blague amère. Ils empilaient mensonge sur mensonge, construisant une forteresse de fausseté autour d'elle, et elle était la prisonnière en son centre. Don Vitale regarda sa fille. « Isabelle ?» Isabelle resta silencieuse un long moment, son regard fixé sur Léa. C'était un regard final, évaluateur. « Je veux la propriété de l'entrepôt 7, à mon nom, pas celui de ma famille. » Julien n'hésita pas. « C'est fait. » Isabelle hocha lentement la tête. Elle prit sa tasse de café, ses mains maintenant parfaitement stables. « Alors, il semble que nous ayons un accord. » Elle esquissa un petit sourire, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Et il semble que je devrais souhaiter la bienvenue à la mariée. » Elle leva sa tasse vers Léa. « Bienvenue dans la famille, Léa. J'espère que vous serez très heureuse. » La sincérité était aussi absente que la chaleur d'un iceberg. La phrase était à la fois une promesse et une menace. C'était une acceptation de la trêve, mais pas la fin de la guerre. La guerre venait de devenir personnelle, transférée du champ de bataille des dons au territoire du cœur d'une femme. Léa, sentant qu'une réponse était requise, prit sa propre tasse. Ses mains tremblaient légèrement, trahissant le calme qu'elle essayait de projeter. Elle leva la tasse, la bague à son doigt brillant dans la lumière du matin. « Merci, Isabelle, » dit-elle, sa voix un murmure. Le petit déjeuner se poursuivit dans un brouillard de formalités tendues. Ils discutèrent de détails d'expédition et de politique syndicale, tandis que Léa restait assise en silence, un fantôme à son propre festin de fiançailles. Elle était la raison de tout cela, et pourtant elle était complètement invisible. Elle était un objet, une monnaie d'échange, la fiancée secrète, dont le seul but était d'exister et d'avoir l'air dévoué. Quand les Vital partirent enfin, un lourd silence s'installa dans la pièce. La grand-mère se leva, son visage impassible. « Ça a fonctionné, » dit-elle, plus pour elle-même que pour eux. Pour l'instant. Elle se tourna vers Julien. « Le mariage aura lieu dans 2 semaines, dans la chapelle familiale. Seulement le cercle le plus proche. Isabelle et son père seront les invités d'honneur. » Elle regarda Léa, un regard qui la dépouilla de toute illusion. « Commencez à apprendre votre rôle, ma fille. Le premier acte est terminé, mais la pièce ne fait que commencer. Et le public est bien moins indulgent. » Elle quitta la pièce, laissant Léa et Julien seuls avec les restes du petit déjeuner et le poids écrasant du mensonge qui gouvernait désormais leur vie. Dès que le son de la canne de la grand-mère s'estompa dans le couloir, la façade de contrôle de Julien se désintégra. Il n'explosa pas de colère, il implosa. L'énergie dans la pièce changea, la tension de la négociation remplacée par une lassitude lourde, presque palpable. Il s'écarta de la table et se dirigea vers la paroi de fenêtre, posant ses 2 mains sur le verre froid, le front appuyé contre. Ses larges épaules, qui avaient porté l'autorité d'un don, semblaient maintenant porter le poids du monde.
Léa resta assise, son corps rigide. La bague à son doigt semblait peser 10 kilos. Le silence s'étira, rempli seulement par le tic-tac lointain d'une horloge de grand-père quelque part dans la maison. C'était un son méthodique, implacable, marquant les secondes de sa nouvelle vie. Elle l'observait. La lumière du matin dessinait sa silhouette, faisant de lui une figure sombre contre la clarté du jour. Elle pouvait voir la tension à l'arrière de son cou, les muscles noués sous sa peau, l'homme qui l'avait embrassé avec une faim désespérée et le don qui avait négocié le sort des empires étaient la même personne, et elle était enchaînée aux deux. Une colère froide et impuissante commença à monter dans sa poitrine, dirigée non seulement contre lui, mais aussi contre elle-même, pour sa naïveté, pour sa faiblesse. 2 semaines. Sa voix trancha le silence. Ce n'était pas une question. C'était l'énoncé de sa sentence. Julien ne se retourna pas. C'est le temps que nous avons pour rendre le mensonge assez réel pour que personne n'ose le remettre en question. Réel ? Un rire sans joie s'échappa de ses lèvres. Il n'y a rien de réel dans tout ça. Je suis une pièce sur ton échiquier, Julien, une pièce que tu as sacrifiée pour protéger ton roi. Il se retourna enfin, et l'agonie dans ses yeux la fit taire. C'était une douleur brute, non dissimulée, quelque chose qu'elle soupçonnait que peu de gens dans le monde étaient autorisés à voir. « Tu crois que je voulais ça ?» Sa voix était basse, rauque. « Tu crois que j'avais prévu de détruire ta vie en même temps que la mienne ?»« Ta vie n'a pas l'air détruite, » rétorqua-t-elle, le venin dans sa voix la surprenant elle-même. « Tu es toujours le don. Tu as toujours le contrôle. » Le contrôle ? Il traversa la pièce en quelques longues enjambées, s'arrêtant de l'autre côté de la table. Il ne cria pas. Sa voix était plus effrayante d'être si contenue. « Je ne contrôle rien. J'ai hérité d'une couronne d'épines, Léa. Je passe chaque jour de ma vie à faire des choix que je déteste pour protéger des gens qui, la plupart du temps, ne méritent pas d'être protégés. J'ai affaire à des hommes comme Vital, des hommes qui te sourient tout en calculant la meilleure façon de te planter un couteau dans le dos. La nuit dernière, il s'arrêta, passant une main sur son visage. La nuit dernière, c'était la première fois depuis des années que je n'étais pas le don. J'étais juste un homme, et tu étais juste une femme, et pendant quelques heures, c'était réel. Le cœur de Léa fit un bond douloureux. La sincérité dans sa voix était indéniable, une vérité nue au milieu du château de mensonges qu'il construisait. Elle se détesta pour cela, pour la faiblesse, pour la petite partie d'elle qui fondait à ses mots. « Et maintenant ?» murmura-t-elle, sa colère érodée par la confusion. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?»« Maintenant, dit-il, le pragmatisme revenant dans son ton, nous commençons à construire notre histoire. Pas pour eux, pour nous. Nous avons besoin de détails. Nous avons besoin d'une base sur laquelle nous pourrons nous appuyer sous la pression. » Il tira une chaise et s'assit en face d'elle, le négociateur revenant. « Ma grand-mère a dit Paris, le Louvre, il y a 1 an. Nous commencerons par là. » Et ainsi, dans une salle à manger somptueuse, qui ressemblait plus à une cellule de prison, ils commencèrent à tisser la tapisserie de leur amour fictif. Ce fut la conversation la plus surréaliste de la vie de Léa. Il posait des questions, et elle répondait, son esprit d'historienne travaillant mécaniquement pour créer des faits plausibles. « Quel est ton restaurant préféré à Paris ?» demanda-t-il. « L'Ambroisie, » répondit-elle sans réfléchir. « Mais il est presque impossible d'avoir une table. »« J'en aurais eu une, » dit-il avec une simplicité à la fois arrogante et factuelle. « Qu'avons-nous mangé ? J'aurais commandé le feuilleté de truffes blanches. Et toi, tu aurais pris les tourne-doses de bœuf. Comment le sais-tu ? Tu as l'air d'un homme qui apprécie les classiques, répondit-elle, et un fantôme de la flirtation de la nuit précédente passa entre eux, inconfortable et déplacé. Ils parlèrent pendant des heures. Ils construisirent leur première rencontre, leur première conversation, leur premier baiser qui, décidèrent-ils, eut lieu sur le pont des Arts sous une pluie fine. Ils parlèrent d'appels téléphoniques secrets, de voyages clandestins dans des villes où personne ne les connaîtrait. Chaque détail ajouté était un autre barreau à sa cage. Léa ressentait une étrange dualité. Une partie d'elle, la partie analytique, trouvait l'exercice presque académique. L'autre partie ressentait chaque mensonge comme une petite mort, un effacement de qui elle était vraiment. À un moment donné, une femme de chambre entra silencieusement et débarrassa les plats du petit déjeuner. Personne ne suggéra de déjeuner. « Tu as besoin de vêtements, » dit soudain Julien,
en regardant le peignoir de soie qu'elle portait toujours. « Tes affaires sont encore à l'hôtel. Je vais envoyer quelqu'un les chercher, mais ce n'est pas suffisant. Tu es la fiancée d'un rocher maintenant. Tu dois en avoir l'air. Je ne veux pas de tes vêtements. Je ne veux pas de ton argent. » « Ce n'est pas une question de vouloir, dit-il, sa patience s'amenuisant. C'est une question de nécessité. Tu es mon reflet maintenant, et je suis ton reflet. Chaque détail compte. Ta façon de marcher, de parler, de t'habiller. Isabelle observera chacun de tes mouvements, cherchant une fissure dans la façade. Et si elle en trouve une, il n'eut pas besoin de finir. Plus tard dans la journée, une femme nommée Sophia arriva. Elle était plus âgée, avec un visage doux mais des yeux qui ne manquaient rien. Elle était, expliqua Julien, la couturière personnelle de la famille depuis des décennies, et plus importante encore, elle était discrète. Sophia prit les mesures de Léa dans un silence respectueux, tandis que Léa se tenait, raide et mal à l'aise, en sous-vêtements. Elle se sentait comme un mannequin, un objet préparé pour être exposé. Des catalogues de haute couture furent apportés. Robes, chaussures, manteaux. Une garde-robe pour une vie qui n'était pas la sienne. « J'aime les couleurs neutres », dit doucement Léa lorsque Sophia lui montra une robe de soirée rouge vif. « Le noir, le gris, le beige. »« Cledon aime le bleu sur vous », répondit doucement Sophia en désignant une robe en soie bleu roi. « Il a dit que ça faisait ressortir vos yeux. » Léa se figea. Julien avait donné des instructions. Il ne construisait pas seulement une garde-robe, il peignait un portrait de sa fiancée, détail par détail. La présomption de la chose lui coupa le souffle. L'intimité forcée. Ce soir-là, le dîner fut servi dans la même salle à manger. La grand-mère était présente, ainsi que Julien. La nourriture était exquise, le vin cher, mais Léa pouvait à peine avaler. La conversation était superficielle, évitant l'éléphant dans la pièce. Ils parlèrent d'art, d'une prochaine vente aux enchères chez Sotheby's. Pendant un instant, Léa se sentit presque normale, parlant de quelque chose qu'elle aimait. « La période baroque italienne est fascinante, » dit-elle, oubliant son rôle un instant. La façon dont Caravage utilisait le clair-obscur pour créer du drame. « Julien a toujours eu un faible pour Caravage, » interrompit la grand-mère avec un petit sourire. « C'est l'une des nombreuses choses que vous avez en commun. Il m'a dit que c'est de cela que vous avez parlé pendant des heures, cette première nuit à Paris. » Le sang de Léa se glaça. C'était un test, un piège subtil. Elle regarda Julien, la panique montant. Il lui fit un signe de tête presque imperceptible. Elle força un sourire, son cœur battant la chamade. « Oui, c'est vrai. Nous avons parlé si longtemps que nous avons failli manquer notre réservation pour le dîner. » La grand-mère hocha la tête, satisfaite. Le test avait été passé. Après le dîner, lorsque la grand-mère se fut retirée, Julien la conduisit à la bibliothèque, l'endroit où tout a commencé. L'odeur de cuir et de vieux papier la frappa, un rappel doux amer de la femme qu'elle avait été 24 heures plus tôt. « Tu t'en es bien sorti aujourd'hui, » dit-il, sa voix basse. « Je ne veux pas de tes éloges, » répondit-elle, se tournant vers les étagères pour ne pas avoir à le regarder. « Ce n'est pas un éloge, c'est une observation, tu es une survivante. » Elle traça le dos d'un livre, le même qu'elle avait touché la veille au soir. Cela semblait être il y a une éternité. Où vais-je dormir? La question resta en suspens dans l'air, chargée d'un poids qu'aucun d'eux ne voulait reconnaître. Leur mensonge exigeait une proximité que la réalité rendait insupportable. « La suite principale est la mienne, » dit-il, la voix tendue. Elle a un dressing et une salle de bain communiquant. Il y a une antichambre avec un divan. C'est confortable. Tu peux dormir là, pour l'instant. Pour l'instant. 2 mots qui promettaient un avenir qu'elle ne voulait pas et auquel elle ne pouvait échapper. Les apparences sont importantes, continua-t-il. Nous entrons dans la suite ensemble. Nous quittons la suite ensemble. Ce qui se passe derrière les portes closes nous appartient. Elle hocha la tête, le dos toujours tourné vers lui. Elle entendit ses pas s'approcher. Elle se prépara à son contact, mais il ne vint pas. Il se tenait juste derrière elle, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps. « Je sais que tu me détestes en ce moment, Léa, » dit-il, sa voix à peine audible. « Je ne t'en veux pas. Mais pour que ça marche, pour que nous survivions tous les deux, le monde doit croire que tu m'aimes. Et peut-être, juste peut-être, la personne la plus importante que tu doives convaincre, c'est toi-même. » Les jours qui suivirent
se fondirent en une routine surréaliste, une danse chorégraphiée de mensonges. Léa se réveillait chaque matin sur le divan du dressing, au son lointain de la douche de Julien. L'espace était luxueux, tapissé de cèdre et de rangées de ses costumes coûteux, mais pour elle c'était une cellule. Ils sortaient ensemble de la suite principale, lui avec un signe de tête formel, elle les yeux baissés. Au petit déjeuner avec la grand-mère, il jouait la comédie. Sa main trouvait la sienne sur la table, son pouce dessinant de lents cercles sur sa peau. De petits gestes, des gestes qui sembleraient naturels à tout observateur, mais qui faisaient frissonner la peau de Léa d'un mélange de répulsion et d'un courant électrique qu'elle refusait de reconnaître. Les après-midi étaient consacrés aux leçons. Julien l'emmenait dans son bureau, la même pièce où il l'avait embrassée, un souvenir désormais profané, et l'instruisait. Pas sur les affaires de la famille, il lui épargnait cela, mais sur la famille elle-même. Il lui montrait de vieilles photographies, nommant les visages oubliés d'oncles, de cousins et de grands-parents. Il lui racontait des anecdotes de son enfance, de petites histoires qu'une amante connaîtrait. « C'est mon oncle Enzo », dit-il un jour en désignant un homme souriant sur une photo délavée. « Il m'a appris à naviguer. Il apportait toujours des pâtisseries aux amandes de Sicile. C'est ta pâtisserie préférée. »« Je n'aime pas les amandes », répondit automatiquement Léa, sa voix plate. Julien la regarda, ses yeux sombres indéchiffrables. « À partir d'aujourd'hui, tu les adores. » Elle apprit les noms de leurs ennemis et les alliances fragiles qui les maintenaient en vie. Elle apprit le code du silence, l'omerta, et l'importance de l'honneur, le même honneur qui l'avait emprisonné ici. Chaque fait était une brique, construisant le personnage de Léa Rocher, fiancée du Don, et à chaque brique posée, Léa Martin, l'experte en art, se sentait enterrée vivante. Sa seule évasion était la bibliothèque. Elle y passait des heures, entourée du silence réconfortant des livres. C'était le seul endroit de la maison où elle sentait qu'elle pouvait respirer. Un après-midi, alors qu'elle examinait un atlas du XVIIe siècle, Julien entra. Il ne dit rien, l'observa simplement de l'autre bout de la pièce. « Cette carte est fausse, dit-elle, plus pour elle-même que pour lui. » Il dessinait encore la Californie comme une île. « Ils dessinèrent le monde tel qu'ils le comprenaient à l'époque, » répondit-il, sa voix douce, basée sur des informations incomplètes et beaucoup d'espoir. Elle le regarda par-dessus le livre, comme nous. L'ombre d'un sourire effleura ses lèvres, un sourire triste. « Exactement. Nous dessinons notre propre carte, Léa, et nous prions pour qu'elle ne nous mène pas au bord d'une falaise. » Dans ces moments, la barrière entre eux s'amincissait. Elle voyait l'homme sous le Don, le prisonnier dans sa propre forteresse. Elle se détesta de ressentir une pointe d'empathie. C'était une faiblesse qu'elle ne pouvait pas se permettre. Leur première apparition publique fut la plus terrifiante. Un soir, Julien annonça simplement « Nous sortons dîner ». La panique monta dans la gorge de Léa. Sortir où? Chez Antoine. C'est un territoire neutre. Mais nous serons vus, c'est le but. Sophia l'aida à s'habiller. La robe était celle en soie bleu roi que Julien avait choisie. Elle épousait son corps comme une seconde peau, élégante et indéniablement chère. Quand elle se regarda dans le miroir, elle se reconnut à peine. La femme qui la regardait semblait confiante, comme si elle appartenait à ce monde. C'était un mensonge visuel. Julien attendait en bas des escaliers. Il portait un costume sombre, sans cravate, le col de sa chemise déboutonné. Ses yeux la parcoururent, et pendant un instant, l'appréciation dans son regard était si authentique, si brute, qu'elle lui coupa le souffle. Il ne dit rien, lui tendit simplement la main. Elle la prit, sa propre main froide et moite, la sienne chaude et stable. Le restaurant était bondé. Le murmure des conversations s'éteignit à leur entrée, suivi d'une vague de chuchotements. Léa sentit des dizaines d'yeux sur elle, la disséquant. Elle se força à garder la tête haute, le regard fixé sur Julien. Sa main sur son dos la guidait, une présence constante et rassurante. Ils furent installés à une table isolée à l'arrière. « Ne regarde pas autour de toi, » dit-il à voix basse, tout en étudiant le menu. « Ils veulent voir ta réaction. Regarde-moi simplement. » Et elle le fit. Ils eurent une conversation légère sur le vin et l'art, les mêmes sujets sûrs de leur répétition. Mais sous la table, son genou frôla le sien. Un contact délibéré qui envoya des ondes de choc à travers son corps. Pour le monde, ils étaient l'image d'un couple amoureux, absorbés l'un par l'autre. Pour Léa,
C'était la performance de sa vie. À mi-chemin du dîner, un homme s'approcha de leur table. Il était plus âgé, avec des yeux vifs et un sourire qui ne les atteignait pas. « Julien, dit l'homme, ravi de te voir. Et voici sans doute la femme mystérieuse dont toute la ville parle. » Julien se leva, serrant la main de l'homme. « Antoine, ravi de te voir. Je te présente ma fiancée, Léa. » Léa força un sourire, son cœur battant. « C'est un plaisir de vous rencontrer. »« Le plaisir est pour moi, » dit Antoine, ses yeux glissant jusqu'à la bague à son doigt. « Un secret bien gardé, mais félicitations à vous deux. » La rencontre ne dura qu'1 minute, mais quand Antoine partit, Léa tremblait. « Qui était-ce » demanda-t-elle en prenant son verre de vin d'une main mal assurée. « Le chef de la famille Corsini, » répondit Julien comme s'il parlait de la météo. « Un allié, et le plus grand bavard de New York. D'ici demain matin, tout le monde saura qu'ils vous ont vu, et que vous aviez l'air éperdument amoureuse. » Cette nuit-là, de retour dans la sécurité du manoir, la tension entre eux avait changé. La performance publique les avait liés d'une manière étrange, comme 2 soldats qui survivent ensemble à une bataille. Alors qu'ils se préparaient à se coucher dans leurs quartiers séparés, il s'arrêta à la porte du dressing. « Tu tremblais, dit-il. »« J'étais terrifié, admit-elle, sa voix à peine un murmure. » Il resta là un long moment, sa silhouette encadrée dans l'embrasure de la porte. Le désir d'aller vers elle, de la réconforter, était une force presque physique. Il serra les poings, combattant l'impulsion. La toucher par besoin, par réconfort, serait franchir une ligne qu'il ne pouvait plus ignorer. Ce serait admettre que la mascarade devenait quelque chose de plus. « Tu ne l'as pas montré, dit-il finalement. Tu as été forte. » Il se tourna pour partir, mais sa voix l'arrêta. « Julien. » Il se retourna. « Merci, murmura-t-elle, pour ce soir, pour m'avoir guidé. » Il hocha lentement la tête, ses yeux sombres intenses. « Nous avons traversé ça ensemble. » Il ferma la porte, la laissant dans l'obscurité du placard. Léa s'appuya contre le bois frais, son cœur battant. « Nous avons traversé ça ensemble. » Les mots résonnaient dans son esprit. C'était un aveu dangereux, un aveu qu'il n'était plus seulement un ravisseur et sa prisonnière. Ils étaient partenaires dans un mensonge de vie ou de mort, et ce partenariat forcé commençait à ressembler dangereusement à de la confiance. Elle posa une main sur sa poitrine, sentant le battement frénétique. Elle se dit que c'était juste de la peur, de l'adrénaline, mais au fond, elle savait que c'était un mensonge. Une semaine avant le mariage, la pluie commença. Ce n'était pas une averse d'été, mais une bruine d'automne froide et persistante qui enveloppa le manoir rocher d'un linceul gris, l'isolant encore plus du monde extérieur. L'humidité semblait s'infiltrer dans les murs de pierre, et un calme mélancolique s'installa sur la maison. Léa trouva refuge dans la bibliothèque, comme toujours. Elle était blottie dans un fauteuil en cuir usé près de la cheminée, où un feu crépitait et sifflait, luttant contre l'humidité. Un livre était ouvert sur ses genoux, mais elle ne lisait pas. Ses yeux étaient fixés sur les flammes dansantes, ses pensées un tourbillon. Leur performance au restaurant avait changé quelque chose. La dynamique entre elle et Julien était devenue plus complexe, chargée d'une tension qui n'était pas seulement de la peur ou du ressentiment. Il y avait des moments où elle se surprenait à le regarder quand il ne regardait pas. La façon dont son front se plissait de concentration en lisant un document, l'ombre d'un sourire quand la grand-mère disait quelque chose de particulièrement piquant, la solitude dans ses yeux quand il pensait que personne ne regardait. Elle cataloguait les détails de lui, non pas dans le cadre de sa mission, mais par une impulsion qu'elle ne pouvait nommer. C'était dangereux. C'était une trahison d'elle-même. La porte de la bibliothèque s'ouvrit et Julien entra. Il s'arrêta en voyant le feu, puis se dirigea vers le bar intégré dans un coin sombre de la pièce et se versa un whisky. Il ne lui en offrit pas. Ils avaient dépassé ces petites formalités. « Le bijoutier a appelé, » dit-il, sa voix brisant le silence confortable. « Les alliances sont prêtes. » Léa sentit un nœud froid se former dans son estomac. Les alliances. Un autre symbole, un autre maillon de la chaîne qui la liait. Elle ne dit rien, joignit simplement ses mains sur ses genoux. Il s'approcha de la cheminée, s'arrêtant de l'autre côté du feu. La lueur ambrée des flammes dansait sur son visage, soulignant les lignes dures de sa mâchoire et les ombres sous ses yeux. Il avait l'air fatigué. « J'ai eu une réunion avec mon conciliaire aujourd'hui, »
dit-il en faisant tourner le whisky dans son verre. « Il m'informe que l'histoire s'est répandue. Antoine Corsini a fait son travail. Nous sommes maintenant le sujet de conversation de la ville, le puissant Don Rocher dompté par une mystérieuse érudite en art. »« C'est une bonne chose, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, sa voix basse. « C'est ce que vous vouliez. »« C'est ce dont nous avions besoin, » corrigea-t-il. « Mais cela crée un problème différent. Maintenant, les attentes sont élevées. Le jour du mariage, tout le monde regardera, à la recherche de l'amour épique qui justifie le risque que j'ai pris. Je ferai de mon mieux pour avoir l'air adoratrice, dit-elle, une pointe de sarcasme dans la voix. Ses yeux sombres rencontrèrent les siens par-dessus les flammes. Je ne m'inquiète pas pour ta performance, Léa, je m'inquiète pour la mienne. La confession la prit par surprise. Elle l'avait toujours vu comme le marionnettiste, celui qui contrôle. L'idée que lui aussi ressentait la pression, que lui aussi avait peur d'échouer, était désarmante. « Que veux-tu dire » demanda-t-elle. Il but une gorgée de whisky, le regard perdu dans les flammes. « J'ai passé toute ma vie à apprendre à cacher ce que je ressens, à être impassible, à projeter le pouvoir, pas l'affection. Montrer de la vulnérabilité dans ce monde, c'est comme saigner dans un bassin de requins. » Il la regarda et l'intensité de son regard fit trébucher son cœur. « Mais quand je te regarde, le mensonge devient difficile à maintenir. » L'air dans la pièce s'épaissit, chargé de mots non dits. Le son de la pluie contre les vitres et le crépitement du feu étaient les seuls bruits au monde. « Je ne sais pas comment te regarder à l'hôtel, » continua-t-il, la voix rauque, « et feindre un amour qui a commencé comme une imposture, sans que la vérité de ce que je ressens ne se voie dans mes yeux. » Léa sentit une rougeur chaude monter à son cou, trahissant le calme qu'elle essayait de projeter. « Et quelle est-ce la vérité, Julien ?» La question s'échappa avant qu'elle ne puisse l'arrêter, un murmure audacieux et terrifié. Il ne répondit pas tout de suite. Il finit son whisky d'une seule gorgée et posa le verre vide sur le manteau de la cheminée avec un clic sec. Il contourna le feu, chaque pas lent et délibéré, jusqu'à ce qu'il s'arrête devant son fauteuil. Il s'accroupit, se mettant à son niveau, ses genoux touchant presque les siens. Son odeur l'enveloppa, whisky, pluie, et ce parfum masculin de bois de santal. C'était enivrant. Ses yeux sombres cherchaient les siens, cherchant quelque chose qu'elle n'était pas sûre de vouloir qu'il trouve. « La vérité, dit-il, sa voix à peine audible, c'est que la nuit où nous nous sommes rencontrés n'était pas une erreur. C'était la chose la plus réelle qui me soit arrivée en 10 ans. » Il leva la main, l'hésitation dans son geste le rendant d'autant plus puissant, et lui prit doucement le visage. « La vérité, c'est que je passe mes journées à faire semblant pour le monde. Mais la plus grande comédie est celle que je joue la nuit, dans ma chambre, en prétendant ne pas sentir ton absence sur l'oreiller à côté de moi. » Léa ne pouvait plus respirer. Son cœur martelait contre ses côtes, un rythme sauvage et incontrôlé. C'était de la folie, c'était mal, et pourtant c'était indéniablement réel. « La vérité, Léa, » murmura-t-il en se rapprochant, son souffle chaud sur sa peau, « c'est que je suis en train de tomber amoureux de ma prétendue fiancée, et ça va nous faire tuer plus vite que n'importe quelle balle des Vitales. » Et puis il l'embrassa. Ce n'était pas comme le premier baiser, né de la passion et du désespoir. C'était différent. C'était lent, un baiser de confession. Un moment de vérité tranquille au milieu de tant de mensonges qui la fit trembler. Le livre glissa de ses genoux, oublié sur le sol. Ses mains, agissant de leur propre chef, allèrent à ses cheveux, ses doigts s'emmêlant dans les mèches épaisses comme la première nuit. Mais cette fois, ce n'était pas pour le tirer plus près dans la passion, mais pour se stabiliser dans un monde qui venait d'être bouleversé. Elle répondit au baiser, une reddition silencieuse qui venait d'un endroit plus profond que la peur ou l'autopréservation. Elle venait d'un lieu de solitude, une reconnaissance que lui, l'homme qui l'avait emprisonné, était aussi la seule personne au monde qui comprenait la nature de sa cage. Quand il se retira enfin, leurs visages étaient encore à quelques centimètres l'un de l'autre. Son front reposait contre le sien, les yeux fermés. Ils respiraient tous les deux lourdement. « Ça, » commença-t-elle, la voix tremblante. « Je sais, » l'interrompit-il, sa voix remplie d'une douleur résignée. « Ça complique les choses. » Il se leva, s'éloignant d'elle, la chaleur de sa proximité instantanément disparut, la laissant froide. Il se dirigea vers la fenêtre, regardant la nuit pluvieuse, le dos tourné vers elle. « Le mariage se déroulera comme prévu, » dit-il, la voix du Don revenant, bien que légèrement instable.
La comédie doit continuer. Mais à partir de maintenant, les portes closes doivent rester closes. Ce qui s'est passé ici, à l'instant, ne doit plus se reproduire. C'est trop dangereux pour nous deux. Léa resta assise dans le fauteuil, son corps tremblant, le goût de lui encore sur ses lèvres. Elle regarda l'homme debout à la fenêtre, une silhouette de pouvoir et de solitude. Il avait raison. Leur sentiment était le vrai danger. Le mensonge qu'ils racontaient au monde était censé les sauver, mais la vérité qu'ils venaient de s'avouer était la seule chose qui pouvait les détruire complètement. La semaine suivante fut une forme de torture raffinée. Le baiser dans la bibliothèque n'avait pas éclairci l'air. Il l'avait électrisé. Maintenant, chaque regard partagé, chaque contact accidentel en public, chaque bonjour formel était chargé du poids de ce qui s'était passé entre eux. La règle de Julien, cela ne doit plus se reproduire, flottait entre eux, une barrière invisible, mais solide comme l'acier. Ils étaient comme deux planètes prises dans la même orbite, attirées par une force gravitationnelle indéniable, mais condamnées à ne jamais entrer en collision. Léa se jeta dans les derniers préparatifs du mariage, avec une énergie désespérée, utilisant les détails comme un bouclier contre ses propres sentiments. Elle rencontra des fleuristes, goûta des gâteaux et approuva des menus, le tout avec une efficacité froide qui impressionna la grand-mère. Pour la matriarche, c'était le signe que Léa embrassait enfin son rôle. Pour Léa, c'était un mécanisme de survie. Si elle se concentrait sur la couleur des roses, peut-être n'oublierait-elle pas la douceur des lèvres de Julien. La robe de mariée arriva 2 jours avant la cérémonie. Ce n'était pas quelque chose qu'elle avait choisi. Elle avait été commandée par la grand-mère, créée par la même couturière, Sophia. Quand Léa la vit pour la première fois, son souffle se coupa. Elle était d'une simplicité à couper le souffle. De la soie ivoire épaisse avec des manches longues, un décolleté modeste et une coupe qui suivait les courbes de son corps avant de tomber en une traîne gracieuse. Il n'y avait ni dentelle, ni perles, ni ostentation. C'était une robe d'une élégance intemporelle et puissante, une robe de reine. Quand elle l'essaya, fixant son reflet dans le miroir en pied, un sentiment d'irréalité l'envahit. La femme dans le miroir était une étrangère, belle, sereine, sur le point d'épouser l'un des hommes les plus dangereux de New York. Une seule larme chaude traça un chemin sur sa joue. Elle l'essuya avec colère avant que Sophia ne puisse la voir. La veille du mariage, le manoir bourdonnait d'une énergie contenue. Les fleurs furent livrées, la chapelle familiale fut préparée, et une odeur de cire d'abeilles polies flottait dans l'air. La paix avec les Vital était fragile, et ce mariage en était le sceau final. Tout devait être parfait. Ce soir-là, le dîner fut un repas tendu et silencieux. La grand-mère offrit des conseils brefs et pratiques sur le lendemain, plus comme un général briefant un soldat qu'une grand-mère parlant à sa petite-fille. Julien regarda à peine Léa, son visage un masque impénétrable. La distance entre eux à la table du dîner ressemblait à un gouffre. Après le dîner, alors que Léa se levait pour aller dans sa chambre cellule, la voix de la grand-mère l'arrêta. « Léa, viens avec moi. Il y a quelque chose que tu dois voir. » La panique bondit dans la poitrine de Léa, mais le ton de la grand-mère n'admettait aucun refus. Elle suivit la matriarche dans des couloirs qu'elle n'avait jamais empruntés, jusqu'à une aile du manoir qui semblait plus ancienne, plus silencieuse. La grand-mère s'arrêta devant une lourde porte en chêne et l'ouvrit. C'était une chambre d'enfant, ou plutôt un sanctuaire à une chambre d'enfant. Tout était drapé de drap blanc, mais les formes d'un berceau, d'une commode et d'une chaise à bascule étaient visibles sous le tissu. L'air était immobile, sentant légèrement la lavande et la poussière. « C'était la chambre du père de Julien », dit la grand-mère, sa voix plus douce que Léa ne l'avait jamais entendue. « Mon fils, Antoine. » Elle se dirigea vers la fenêtre et regarda dans l'obscurité. C'était un homme bon, fort, honorable, mais il aimait trop. Il est tombé amoureux d'une femme extérieure à notre vie, une artiste, brillante, pleine de vie, mais fragile. Elle ne comprenait pas notre monde, les règles, les sacrifices. La grand-mère se retourna, ses yeux bleu pâle se fixant sur Léa. Ils se sont mariés, ils ont eu Julien, et pendant un temps, ils furent heureux. Mais ce monde, il corrode tout ce qui est pur. Une guerre entre les familles a commencé. Des menaces ont été faites, et la mère de Julien n'a pas supporté la pression. La peur l'a brisée.
Elle est partie quand Julien n'avait que 5 ans. Elle a simplement disparu, là, abandonnée. Le cœur de Léa se serra pour ce garçon de 5 ans, abandonné dans un monde de violence. Elle comprit enfin la source de la mélancolie dans les yeux de Julien, sa peur de la vulnérabilité. « Je vois en toi la même force que j'ai vue en elle, » continua la grand-mère en s'approchant de Léa. « Et je vois le même danger. Julien commence à t'aimer, mon enfant. Pas un amour de façade, mais un amour réel. Et l'amour est la plus grande faiblesse pour un homme comme lui. » Elle s'arrêta devant Léa, son visage ridé et sérieux. « Demain, tu deviendras une Rocher. Cette famille te protégera de sa vie, mais en retour, nous exigeons ta loyauté, pas seulement ta performance, ta loyauté. Tu ne peux pas lui briser le cœur comme sa mère l'a fait. Tu ne peux pas l'abandonner, parce que si tu le fais, si tu l'affaiblis, tu ne détruiras pas seulement un homme, tu détruiras un empire. Comprends-tu le fardeau que tu endosses ?» Léa sentit le poids de ces mots, l'histoire de génération, s'installer sur ses épaules. Il ne s'agissait plus de sa survie. Il s'agissait de la survie de tout ce qu'il représentait. « Je comprends », murmura-t-elle, la voix rauque. « Bien, dit la grand-mère. » Elle prit alors la main de Léa et plaça un petit objet froid dans sa paume. C'était un médaillon en argent, vieux et légèrement terni. C'était à la mère de Julien. « Porte-le demain. » Quelque chose de vieux. C'est un mensonge qui contient une vérité. Tu portes son histoire avec toi maintenant. La grand-mère la laissa seule dans la pièce silencieuse. Léa ouvrit le médaillon. À l'intérieur, il y avait un espace pour une photo, maintenant vide. Elle referma sa main sur le métal froid, l'objet semblant lui brûler la peau. Plus tard, dans sa chambre, elle ne put dormir. La conversation avec la grand-mère, le poids du médaillon, l'imminence du lendemain, c'était trop. Sur une impulsion, elle se leva et ouvrit la porte qui la séparait de la chambre de Julien. Il était éveillé, lui aussi. Il se tenait près de la fenêtre, comme la nuit pluvieuse, regardant la ville. Il se tourna en entendant la porte grincer. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement en la voyant là, dans la pénombre, vêtue d'une simple nuisette en soie. Aucun d'eux ne parla. Les mots étaient inutiles. La règle qu'il avait fixée, cela ne doit plus se reproduire, semblait fragile, hors de propos, face à l'abîme du lendemain. Il tendit la main. C'était une invitation silencieuse, un appel, une reddition. Elle marcha vers lui, le sol frais sous ses pieds nus. Elle plaça sa main dans la sienne. Il la tira doucement près de lui, non pas avec passion, mais avec un besoin profond et silencieux. Il l'enveloppa de ses bras, enfouissant son visage dans ses cheveux. Son parfum, un mélange de savon au gardénia et simplement d'elle, l'emplit. Elle s'agrippa à lui, sa tête reposant sur sa poitrine, écoutant le battement fort et régulier de son cœur. Son corps était chaud, solide, un refuge. Dans cette étreinte, il n'était pas le don et sa prétendue fiancée. Ils étaient juste un homme et une femme, effrayés et seuls, trouvant du réconfort l'un dans l'autre à la veille de la bataille de leur vie. « Reste » murmura-t-il contre ses cheveux. Le mot était une supplique. Ce soir, juste « reste ». Elle ne répondit pas par des mots. Elle resserra simplement son étreinte, et cette nuit-là, dans le grand lit qui devait être la scène de leur mensonge, ils dormirent simplement côte à côte, trouvant dans la chaleur de l'autre une trêve silencieuse avant l'aube qui changerait tout pour toujours. C'était une intimité plus profonde, plus terrifiante que n'importe quel baiser. C'était l'acceptation silencieuse que le mensonge, quelque part en cours de route, avait cédé à une vérité indéniable. Le jour du mariage se leva, clair et froid. Un pâle soleil d'automne se déversait par les fenêtres du manoir, mais il n'apportait aucune chaleur. Pour Léa, la lumière semblait dure et inquisitrice, illuminant chaque recoin de l'imposture qui était sur le point de devenir un sacrement. Elle se réveilla avant Julien, glissant silencieusement du lit pour retrouver la solitude de son dressing. La trêve de la nuit était terminée. L'intimité d'avoir partagé un lit, d'avoir trouvé refuge dans une étreinte, rendait la réalité du jour encore plus insupportable. C'était une chose de jouer un mensonge pour le monde, c'en était une autre quand le mensonge commençait à ressembler à la seule vérité restante. Sophia et 2 autres femmes de chambre la préparèrent comme on habille une poupée pour l'exposer. Ses cheveux furent rassemblés en un chignon bas et élégant, quelques mèches lâches encadrant son visage. Son maquillage était subtil, conçu pour rehausser un éclat naturel qu'elle ne ressentait pas. Enfin la robe.
La soie ivoire était fraîche contre sa peau. Tandis que Sophia attachait la longue rangée de minuscules boutons recouverts de soie dans son dos, Léa fixa son reflet. La femme dans le miroir était une mariée. Elle était une vision de sérénité et de grâce. Une vague de dissociation l'envahit, comme si elle regardait la vie de quelqu'un d'autre. Elle mit le médaillon en argent que la grand-mère lui avait donné. Le métal était froid contre la chaleur de son cou, un lourd rappel de l'histoire et du fardeau qu'elle portait maintenant. La mariée était prête. Un léger coup à la porte la fit sursauter. C'était la grand-mère. La matriarche entra impeccablement vêtue d'un tailleur-jupe gris foncé. Ses yeux bleu pâle balayèrent Léa de la tête aux pieds pour une inspection finale. Il y eut un signe de tête d'approbation presque imperceptible. « Tu es magnifique, mon enfant », dit-elle, sa voix dénuée de sentimentalité. « Souviens-toi de ton rôle. Aujourd'hui, tu n'es pas seulement une mariée. Tu es un symbole, le symbole de la paix, de la force et de l'avenir de la famille Rocher. Ne faiblis pas. » « Je ne faiblirai pas, » répondit Léa, sa voix plus stable qu'elle ne le sentait. La chapelle familiale était un espace intime et austère à l'arrière du domaine. Les murs étaient en pierre sombre, les vitraux projetant des joyaux de lumière colorée sur les bancs en bois poli. L'air sentait l'encens, les lys blancs et la cire de bougies. Elle était pleine mais pas bondée. Seuls les membres les plus importants de la famille et les alliés les plus proches étaient présents. Léa vit les Vital au premier rang. Don Marc, son visage un masque de neutralité, et Isabelle, magnifique dans une robe vert émeraude, ses yeux sombres fixés sur elle avec une intensité indéchiffrable. C'était un mélange de haine et d'évaluation. Isabelle ne cherchait pas l'amour, elle cherchait une faille, une fissure dans la performance. La musique d'orgue commença à jouer, un son bas et solennel. Le cœur de Léa battait à un rythme si violent qu'elle craignait que tout le monde ne l'entende. Il n'y avait pas de père pour la conduire à l'autel. Elle marchait seule. Chaque pas sur le tapis de pierre était un pas vers son destin scellé. Puis ses yeux rencontrèrent les siens. Julien attendait à l'autel à côté d'un prêtre âgé. Il portait un costume noir impeccable dont la coupe soulignait la largeur de ses épaules. Il n'avait pas l'air d'un marié nerveux. Il avait l'air d'un roi attendant sa reine. Mais lorsque leurs regards se croisèrent, elle vit au-delà de la façade du don. Elle vit l'homme de la nuit précédente, la vulnérabilité qu'il gardait si farouchement. Il y avait une question dans ses yeux, un appel silencieux. « Es-tu avec moi dans cette épreuve ?» À cet instant, Léa fit un choix. Elle n'allait pas jouer le rôle, elle allait le vivre. Pendant ces quelques minutes, elle s'autoriserait à croire au mensonge, pour sa survie et pour la sienne. Elle lui fit un petit sourire authentique et rassurant qui sembla faire fondre une couche de glace de sa posture. Quand elle atteignit l'autel, il lui tendit la main. Son contact était chaud et stable, enveloppant la sienne. Le courant électrique familier passa entre eux, mais cette fois il n'était pas malvenu. C'était une ancre. Ils se tournèrent vers le prêtre, main dans la main. La cérémonie commença, les mots en latin et en français résonnant contre les murs de pierre. Léa avait l'impression d'être dans un rêve. Elle entendit les mots « honneur »,« loyauté », dans la maladie et la santé, jusqu'à ce que la mort nous sépare, et ils prirent un double sens, un poids que les autres invités ne pouvaient comprendre. Quand ce fut le moment des vœux, Julien se tourna pour lui faire face. Il prit ses deux mains dans les siennes. Le monde extérieur disparut. Il n'y avait que lui. « Moi, Julien Rocher », sa voix était basse et claire, résonnant dans la chapelle silencieuse. « Je te prends, Léa Martin, pour épouse. Je ne t'avais pas prévu. Je ne t'attendais pas. Et maintenant, je ne peux imaginer un monde sans toi. » Ses yeux sombres étaient si incroyablement sincères que Léa sentit ses défenses s'effondrer. « Je promets de t'honorer, de te protéger et d'être ton port sûr dans n'importe quelle tempête. Je promets que la vérité que nous construirons ensemble sera plus forte que n'importe quel mensonge que le monde nous racontera. C'est mon vœu solennel. » Des larmes montèrent aux yeux de Léa, des larmes qu'elle ne prit pas la peine de retenir. C'étaient des larmes pour la beauté de son mensonge et pour la terrible vérité qui se cachait en dessous. C'était son tour. Elle prit une profonde inspiration, le regard fixé sur le sien. « Moi, Léa Martin », sa voix tremblait mais ne se brisa pas. « Je te prends, Julien Rocher, pour époux. Je suis entré dans ton monde par accident, mais je choisis de me tenir à tes côtés, par choix. » Elle serra ses mains,
sentant le médaillon froid contre sa poitrine. « Je promets d'être ta confidente, ton allié, et ta paix dans un monde de guerre. Je promets de garder tes secrets et d'honorer ton nom. Et je promets de trouver la vérité dans notre voyage, peu importe la difficulté du chemin. C'est mon vœu. » Le silence dans la chapelle était absolu. Ils venaient de déclarer leurs vœux non seulement l'un à l'autre, mais à tous leurs alliés et ennemis. Ils avaient gravé leur histoire dans la pierre. Les alliances furent échangées, de simples anneaux de platine froids et lourds à leurs doigts. « Vous pouvez embrasser la mariée, » dit le prêtre. Julien se pencha, sa main se levant pour lui prendre le visage avec une tendresse qui la fit frissonner. Le baiser n'était pas pour le public, c'était pour eux. Il était lent, profond, un sceau sur tout ce qui avait été dit et non dit. C'était une promesse de solidarité, une acceptation de leur destin partagé. Le goût de lui était familier, un mélange de force et de la vulnérabilité qu'elle seule connaissait. Quand ils se séparèrent, la chapelle éclata en applaudissements polis. Julien garda son front pressé contre le sien pendant un instant, un sanctuaire de silence au milieu du bruit. « Mia Mowgli » murmura-t-il, les mots signifiant « ma femme », maintenant et pour toujours. Il prit sa main, et ils se tournèrent pour faire face à leurs invités, pour faire face à leur avenir. Alors qu'ils remontaient à l'allée, le regard de Léa croisa celui d'Isabelle Vital. La jeune femme ne souriait plus, son visage était pâle, et dans ses yeux, pour la première fois, Léa ne vit pas de haine. Elle vit quelque chose de bien plus dangereux, la conviction. Il l'avait fait, il les avait tous convaincus. Mais alors qu'ils sortèrent de la chapelle et pénétraient dans le soleil frais d'automne, Léa baissa les yeux sur l'alliance qui brillait à son doigt et sur l'homme dont elle tenait la main. Le mensonge les avait sauvés, mais à quel prix? Ils venaient de prononcer les vœux les plus sincères de leur vie, basés sur une fausseté fondamentale. Elle était Léa Rocher, la fiancée accidentelle, désormais liée non seulement par le devoir, mais par des sentiments aussi réels et dangereux que le monde dans lequel elle venait de se marier. La pièce était terminée, mais la vraie vie, avec toutes ses conséquences imprévisibles, ne faisait que commencer.